Bodom Matungulu, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Ambango. Pour les auditeurs qui veulent connaître monsieur Matungulu Bodom, brièvement, qui est-il? Alors, monsieur Bodom Matungulu, c'est un ingénieur civil. Donc, je suis expert en infrastructure. J'ai fait la faculté polytechnique ici à Kinshasa et pris une spécialisation à l'École nationale des ponts et chaussées à Paris. Et j'ai aussi une autre formation dans tout ce qui est planification et construction urbaine du Business School of Shanghai. Et une autre formation sur tout ce qui est de la prospective stratégique. Et pour conclure, donc une formation en tout ce qui est politique et management de développement potentiel Afrique de l'Université Sciences Po Paris. Vous êtes président du think tank RD Stratégie, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Alors, c'est quoi ce think tank RDC Stratégie? Alors, le think tank RDC Stratégie, c'est un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées de premiers incubateurs de politique publique et de la prospective, dont la vocation première ici est de pouvoir réfléchir surtout sur les secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Donc, vous réfléchissez avec un groupe d'experts. Avec un groupe d'experts sur le devenir de la RDC à l'horizon 2050, parce que notez ici que 2050, ça sera l'année de grands rendez-vous, de ce qu'on appelle des méga tendances. Et comme vous le savez, tout se joue en Afrique, tout va se jouer en RDC. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes donc dans les infrastructures. Donc, quand on parle d'infrastructure, qu'est-ce qu'on entend? Alors, dans les infrastructures, ce sont d'abord des installations, des équipements physiques. Donc, aujourd'hui, du système de transport aux installations de production de l'énergie, en passant par les réseaux d'alimentation en eau, d'assainissement, les services qui permettent donc aujourd'hui à la société de fonctionner et à l'économie de prospérer sont fournis grâce aux infrastructures. Ici, on peut citer les secteurs routiers, là donc la route, le chemin de fer, le port. Là, on parle plus des infrastructures économiques de base. Donc, vous avez l'aérien, vous avez tout ce qui touche à l'électricité, comme je disais, le système d'assainissement, et puis vous avez aussi le portuaire. Donc la navigation par exemple sur le fleuve Congo, ce sont des aspects, des services qui entrent dans les cadres des infrastructures. Ici, lorsque nous parlons d'infrastructures, nous voyons plus les infrastructures socio-économiques de base, parce qu'à côté vous aurez les logements, vous aurez les écoles, les hôpitaux. Quelle est la situation en RDC, situation des infrastructures de base? Bon, déjà de prime abord, c'est qu'il faudrait noter que la RDC, c'est d'abord un pays au potentiel vaste et varié, qui est situé au cœur de l'Afrique aujourd'hui, avec tout ce que la RDC a comme potentiel en termes énergétiques, en termes miniers. Mais vous avez un aspect important qui touche surtout au développement, c'est les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques. Nous avons un réseau routier, par exemple, le moins développé aujourd'hui de la région. L'Afrique, ça, il faut qu'on le dise. Vous avez, par exemple, seulement environ 2800 km de routes qui sont en fait asphaltées aujourd'hui sur un total d'environ 153 977 km. Alors cette situation rend aujourd'hui des déplacements difficiles et entrave surtout les échanges, le commerce intérieur et même international, parce que la RDC aujourd'hui contient au moins 13 corridors qui la traversent. Vous avez les voies ferrées qui sont également dans un état de délabrement avancé, qui limite en fait les capacités qui devraient contribuer efficacement au développement économique. Le voie fluviale, bien que prometteuses, sont souvent sous-utilisées et mal entretenues. Alors cette inefficacité dans le transport apporte en fait des coûts élevés. Selon la Banque mondiale, près de 40% des produits agricoles périssent avant d'arriver sur le marché national ou bien international. Faute de route, faute de moyens de transport par voie fluviale, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que la RDC a un système un peu plus particulier que d'autres pays. On est dans un système multimodal et ça pose déjà un problème, ça ne fonctionne pas. Alors, le fleuve n'est pas balisé, il n'y a pas de dragage. Il y a le problème des balisages, des dragages. Vous savez, le fleuve, c'est une autoroute naturelle que Dieu a donnée à la RDC. Plus de 2000 km
qu'on peut aujourd'hui exploiter, qui traverse en fait un grand nombre de provinces. Et aujourd'hui, si on l'utilisait, cela va permettre à ce que l'intégration nationale s'efface de belle manière. Donc c'est déjà un problème aujourd'hui en termes d'efficacité de transport, que ce soit fluvial et surtout lacustre. Et là, nous avons parlé de routes et de chemins de fer. Mais aussi, il y a l'accès aujourd'hui à l'électricité qui reste en fait un privilège pour une minorité de Congolais. S'il faut juste se référer aux chiffres, seulement 19% des habitants ont accès à l'électricité. De la RDC. De la RDC. Sur les 19%, tenez-vous bien, il n'y a que 1% de ceux qui vivent dans le milieu ruraux en fait, qui ont accès à l'électricité. 1% des Congolais vivant dans le milieu rural qui ont accès à l'électricité. Donc, cette situation limite non seulement les activités domestiques, mais freine aussi les développements industriels de la RDC. Sans énergie, sans système de transport viable, fiable, on ne peut pas se développer. Tout ça, malgré ce grand barrage d'Inga qui produit beaucoup de mégawatts. Oui, malgré le potentiel hydroélectrique gigantesque du pays. Vous savez, aujourd'hui, moins de 3% de ce potentiel est exploité. Donc, ce qui ici prouve qu'il y a un souci, il y a un problème. Et même en termes de communication, bien qu'aujourd'hui on a quand même une pénétration avec plusieurs sociétés qui interviennent dans le secteur, le taux de pénétration par exemple à Internet de la RDC est estimé à seulement 17%. L'accès à l'eau potable qui reste un défi, il n'y a que 28% de la population congolaise qui ont accès à l'eau potable. Je vais revenir sur l'électricité. Vous savez par exemple lorsque vous allez au Maroc, ils sont à 99% de taux en fait d'accès à l'électricité pour un pays qui n'a pas le potentiel comme la RDC. Et d'ailleurs, les études l'ont bien démontré qu'il existe une corrélation entre tout ce qu'on a comme indicateurs socio-économiques et la manière dont les infrastructures se présentent. On constate que cette corrélation, aujourd'hui, si elle ne fonctionne pas, on ne peut pas penser au développement. Vous allez remarquer que dans le pays où on a un taux, par exemple, de routes asphaltées élevé, un taux de chemin de fer, une densité plus élevée, si on le retrouve dans le pays développé. Donc, il y a cette corrélation entre aujourd'hui le développement d'un pays et l'état de ses infrastructures. Vous savez, ce tableau, elle est bien sombre, mais c'est en même temps une opportunité. Comment ? Oui, c'est une opportunité aujourd'hui pour que le pays puisse conclure des accords, pour que le pays puisse intéresser aux privés qui viennent pour développer les infrastructures. Là, il y a des préalables avant d'y arriver. Il y a des préalables, on va en parler. Mais déjà, ce que j'aimerais souligner, c'est une opportunité aujourd'hui pour faire des affaires en RDC en fait. Parce que vous allez aller dans d'autres pays où tout est construit, on n'a rien à faire. Mais ici, tout est à reconstruire. Voilà pourquoi même nous parlons de l'accélération du rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures. Et parmi les éléments importants, c'est que vous allez constater que dans tous les pays aujourd'hui qui sont des pays développés émergents, les infrastructures occupent une place de choix dans la stratégie de développement de ces pays. On parle aujourd'hui d'un pays tel que la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis en place une planification de son développement basée d'abord sur les infrastructures. Alors, M. Matungulu, est-ce qu'il existe, au-delà de tout ça, un programme national stratégique pour relancer le secteur des infrastructures en RDC ? Alors déjà, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a un plan national stratégique de développement, le PNSD. Il y a le ministère du Transport qui, j'ai participé en fait à l'époque à l'élaboration du plan national intégré des transports de la RDC. Et après, vous avez des plans quinquennaux qui sont quand même organisés à gauche à droite. Je pense que le ministère des Infrastructures a présenté un plan quinquennal. Certes, on a des plans, mais je vous dirais que c'est des plans qui ne sont pas suivis. Pas suivis par ceux qui les initient. Celles qui les initient. Donc, le gouvernement. Le gouvernement. Les plans ne sont pas suivis parce que, vous savez, on ne peut pas parler d'un développement sans planification. La première des choses, pour parler du développement, il faut qu'il puisse y avoir un cadre programmatique. Les projets qui se font ne doivent pas se faire en dehors de ces cadres. On ne doit pas se réveiller un matin, on se décide de construire quelque chose, un pont, de construire un immeuble, de construire... Non, ça doit être
programmé et ça doit figurer dans la stratégie nationale du pays. Et comme je disais tantôt, des pays tels que la Corée du Sud, pour se développer, la Corée du Sud a mis au cœur de son programme de développement, disons, des plans quinquennaux pour d'abord développer les infrastructures. Pendant près de 15 ans, concentré sur les infrastructures, et c'est ce qui a permis après qu'il puisse booster son économie. C'est ce qui devait être fait, par exemple, pour les programmes de 100 jours ou le programme de développement local de 145 territoires. Il fallait peut-être programmer. Il faut d'abord un cadre programmatique. Et nous, ce que nous préconisons au niveau de la RDC Stratégie, vous le verrez dans le rapport que nous aurons à vous présenter du forum, nous nous sommes dit qu'il faudrait ici que ces cadres programmatiques puissent avoir une force de loi. Pourquoi une force de loi? Parce qu'il ne faudrait pas que lorsqu'il y a un régime qui change, il y a un gouvernement qui vient, qu'on reprenne tout à zéro. On doit tracer la trajectoire du développement de notre pays. On doit avoir une boussole. Oui, une boussole, et c'est dire voilà ce qu'on prend comme trajectoire et tout le monde s'inscrit sur cette trajectoire. Peu importe le changement de régime, le changement de gouvernement, on sait où on va. Et c'est ça le vrai problème, c'est que nous avons certes des plans nationaux, des développements, des sectoriels, mais c'est pas suivi. Oui, pourquoi c'est pas suivi? La gouvernance en termes de planification pose problème. Il y a une étude que j'ai menée sur le plan stratégique de la RDC, l'horizon 2050. J'ai pu dénombrer près de 25 plans qui ont été initiés depuis nous avons accédé à l'indépendance jusqu'à ce jour. 64 ans après, on a aujourd'hui près de 25 plans qui ont été initiés. Mais vous allez constater avec moi que ces plans n'ont pas en fait permis le décollage économique de la RDC. C'est quoi? C'était un problème d'expertise ou de gouvernance? Alors, le plus grand problème, c'est que d'abord, ces plans sont initiés, mais dans les mécanismes qui sont mis en place pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation pose problème. Deuxièmement, ce sont des plans qui n'ont pas une stratégie de financement derrière, parce que le financement de tous ces plans pose problème. Et aussi, vous avez un problème de la gouvernance avec une multiplicité des initiatives en parallèle de ce plan. Il faudrait que nous puissions rester dans une programmation où on priorise en fait les projets. Quels sont les projets d'infrastructure qui doivent se faire? Et moi, je vous dis, on a un outil, par exemple, le PDNIT, le plan de développement national intégré des transports, qui donne aujourd'hui une vision de développement des infrastructures de transport jusqu'à l'horizon 2040. Ces plans existent, mais seulement c'est pas mis en application. La priorisation telle qu'elle est programmée n'est pas suivie. Mais est-ce que le problème aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'on oublie aussi la budgétisation de ces projets, la procédure pour obtenir financement par exemple? Lorsque vous planifiez, vous arrivez maintenant à budgétiser, c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez un plan global et puis vous avez maintenant des plans qui peuvent être des plans quinquennaux qui vous disent pour chaque 5 ans qu'est-ce qui doit être fait. On priorise et après on essaie de budgétiser. Moi je peux vous dire que le financement c'est pas le problème. C'est plutôt dans la gouvernance, dans la manière de faire. Nous avons le moyen pour financer nos projets. La RDC dépasse ce qu'il a aujourd'hui comme potentiel déjà en termes de ressources et il ne peut pas manquer de quoi financer ces projets. Mais les pays du Golfe l'ont fait. Mais la RDC n'est pas attractive, elle n'attire pas les investisseurs. Alors, c'est bien tout ça qu'il faut mettre en place. Rendre notre pays attractif, c'est ce qui va permettre, parce qu'aujourd'hui on parle de partenariat public-privé, mais pour y arriver au partenariat public-privé, les privés ne viendra que lorsque l'environnement en fait est propice pour qu'ils puissent développer ses affaires. C'est ça en fait qu'il faut Il faut améliorer le climat des affaires. Pour améliorer le climat des affaires, c'est très important. Apparemment c'est devenu un slogan, on en parle depuis des années, mais jusqu'aujourd'hui les opérateurs économiques, les investisseurs se plaignent. En fait, moi je pense que on doit être conscient d'une chose, que les temps jouent contre nous. Ah bon? Comment? Oui, je vais vous donner juste un exemple. Tant qu'aujourd'hui on perd les temps, par exemple, pour développer le projet du Grand Inga, mais nous allons nous réveiller dans quelques années, personne n'aura encore besoin de recourir à la RDC pour avoir l'électricité avec le Grand Inga. La plupart des pays aujourd'hui qui attendaient ces projets commencent à développer des solutions alternatives.
parce que le projet de Inga n'arrive pas. On va se retrouver demain, la rentabilité va encore plus poser de problèmes parce que tous ceux qui étaient intéressés auront développé d'autres solutions. Donc aujourd'hui, accélérer les rythmes de la mise en œuvre de projets d'infrastructure en RDC, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Alors, je pense qu'on a touché un élément important, la planification. Vous savez, il faut ici une volonté politique très forte, clairement définie et un accompagnement de l'ensemble du gouvernement. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait cette volonté politique soit au niveau du chef de l'État. Tout le gouvernement, tout le monde doit en fait travailler aujourd'hui avec une intelligence collective pour que cela se fasse. Dans tout le pays aujourd'hui où vous retrouvez cet aspect lié aux infrastructures qui est en train de prendre de l'envol, c'est parce que dans ces pays, il y a une volonté politique très forte et qui est soutenue par l'ensemble des membres du gouvernement. Moi, je vais vous parler de ces ingrédients qui font que ces pays émergent, que les choses marchent. Premièrement, vous avez cette volonté politique. Deuxièmement, vous avez un cadre programmatique. Rien ne peut se faire en dehors de ce qui a été programmé, ce qui a été arrêté. Ça permet en même temps de pouvoir mieux contrôler un peu la budgétisation de nos projets. Troisièmement, c'est ce qui s'est passé au Singapour, la méritocratie. Il faut de la compétence. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et on doit travailler ensemble aujourd'hui. Sans cela, Monsieur Eric Ambago, on va tourner en rond. On va continuer à faire du saupoudrage. On est plus allé dans des projets juste pour une visibilité. Et non des projets structurants qui permettent à ce qu'après, qu'on puisse booster notre économie. C'est très important. On doit savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'on veut. Et vous allez remarquer que dans chaque secteur, il y a un problème aujourd'hui de politique stratégique. Je prends le secteur portuaire. Aujourd'hui, on doit avoir une vision claire sur ce qu'on veut. On ne peut pas développer des projets de manière isolée. Ça doit être pris d'une manière plus intégrée. Et le port de Mwanda. Aujourd'hui, je dois voir comment ça s'articule avec le port de Matadi et de Boma et comment ça s'articule avec le port de Kinshasa, mais aussi tous les ports fluviaux et les chemins de fer qui entrent en compte. Et derrière, je vois comment ça marche avec les zones économiques spéciales qu'on peut mettre en œuvre dans cette zone. Et je regarde comment est-ce que l'énergie vient pour s'appuyer. C'est cette vision globale et intégrée qu'on doit avoir si on veut développer en fait nos infrastructures et non prendre des projets de manière isolée. Aujourd'hui, on n'a pas une stratégie claire de ce que la RDC veut de son secteur portuaire, de son secteur ferroviaire. Quel est le type d'écartement qu'aujourd'hui on aimerait avoir? Quel type de train on aimerait que cela circule sur nos voies ferrées? Quel type de rails, de traverses? Tout ça, ça doit être clairement défini. Quelle est la priorité qu'on donne sur le chemin de fer? Pourquoi aujourd'hui on ferait le corridor Lobito et pas faire le corridor qu'on appelle la voie nationale avec le chaînon manquant de Ilebo-Kinshasa qui nous permet aujourd'hui de pouvoir relier le sud et l'ouest? Et ça permet d'évacuer aujourd'hui l'ensemble de tout ce qu'on a comme matière première directement vers le port de Banana. Et ça vient rentabiliser l'investissement du port de Banana. C'est cette stratégie que nous devons avoir et clairement définie et savoir comment on le met en œuvre dans une chronologie bien claire et définie. C'est ça en fait qu'il nous faut. Les secteurs aériens, la même chose. Vous savez qu'aujourd'hui, les secteurs aériens peuvent nous aider à désenclaver le pays parce que le temps que la route arrive à Aru, l'avion peut arriver. Et qui parle des échanges entre les populations d'un même pays, ça renforce les liens. Aujourd'hui, il y a une fracture, par exemple, économique entre l'Est et l'Ouest du pays. Vous verrez que la partie Est participe plus à l'économie de l'Est et de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est produit là-bas peut être amené à Kinshasa. Oui. Les pommes de terre coûteraient moins cher si on avait des moyens de transport. Mais avant, il y en avait comme il y avait des pommes de terre qui venaient de Bunia, qui venaient de Goma. Mais aujourd'hui, c'est... Il faut voir maintenant le modèle économique aujourd'hui du secteur aérien. Ce sont des réflexions que nous devons avoir du secteur aérien. Aujourd'hui, pour aller à Matadi, il te faut 11 heures de temps. Avec les embouteillages. Parce que vous avez un problème aujourd'hui d'engorgement de toutes ces villes qui sont traversées. Matadi, Boma, Kinshasa, tout ça. On peut développer le port de Banane aujourd'hui. Vous savez, juste un navire qui débarque au niveau du port de Banana, si Banane est développé, ça sera au moins
14 000 EVP, donc containers. Et si on prend que ce qui arrive, on a ne fût-ce que 1000 containers qui sont débarqués en RDC. Dans ces 1000 containers, il te faut à peu près 500 porte-containers. Comment vous le faites passer des 500 porte-containers sur nos routes? Il y aura un problème d'engorgement. Et de la même manière, il faut un chemin de fer qui arrive jusqu'à Banana. Donc, c'est tous ces aspects stratégiques qui doivent être définis. Qui doit définir et qui doit faire respecter ce plan? Le ministère des Infrastructures, le ministère des Transports qui sont impliqués. Et d'ailleurs, dans les recommandations qui ont été faites lors du PDNIT, nous avons plutôt demandé à ce qu'on puisse plutôt fusionner ces deux ministères, Infrastructure et Transport. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. En vous entendant, on a l'impression que le gouvernement travaille en solo, ne travaille pas en collaboration avec les experts pour élaborer des plans de développement des infrastructures. Alors, aujourd'hui, ils sont impliqués, les différents experts sont impliqués d'une certaine manière, mais seulement est-ce qu'ils sont écoutés? C'est ça le problème. On peut être impliqué, mais est-ce qu'on est écouté? Dans tous les pays aujourd'hui, c'est les secteurs privés qui portent les investissements, surtout dans le secteur des infrastructures. On a parlé aujourd'hui des préalables, le climat des affaires. Il faudrait que cela soit encadré de telle manière que ces privés viennent et qu'ils arrivent, qu'ils soient compris et qu'ils soient intégrés dans tout ce qui est en train de se faire. Dans les budgets que l'État vote annuellement, il y a des lignes prévues pour les infrastructures, mais comment cela ne se concrétise pas? Parce que dans les lignes budgétaires, il y a construction des routes, construction des chemins de fer, dragage du fleuve, achat par exemple des avions. Oui, en fait, c'est ça les grands problèmes. Donc, il y a ce qui est budgétisé, planifié, mais vous avez ce qui est exécuté. C'est un élément important. Vous savez, juste pour revenir un peu sur ça, aujourd'hui, ce qui a été arrêté, selon les études qui ont été menées, pour que le secteur des infrastructures soit boosté, qu'on accélère la mise en œuvre dans le secteur des infrastructures, il faut au moins que l'on consacre 4% du PIB. Ça, c'est la norme dans la plupart des pays qui aujourd'hui sont développés. Mais la RDC, actuellement, on est à moins d'1%. 0,4 si je ne me trompe pas, qui sont consacrés en fait aux infrastructures. Avec ça, n'espérons pas que nous allons développer les pays. Mais aussi, ce qu'il faudrait noter aujourd'hui, que dans la plupart des pays, l'État n'a pas assez d'argent pour mettre dans les infrastructures. Il fait recours à des financements innovants aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types de financements innovants. Vous avez tout ce qui touche au partenariat public-privé. Vous intégrez les privés dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez aujourd'hui les infrastructures qui peuvent être financées aujourd'hui par les ressources naturelles que nous avons. Le pays du Golfe dont on parle aujourd'hui, vous allez à Dubaï, partout, ils ont financé leurs infrastructures avec quoi? C'est avec le pétrole, avec les gaz. Et nous avons plus que ce qu'ils ont comme ressources, pétrole et gaz. Nous avons une multiplicité, diversité de ressources que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre pour essayer de financer nos infrastructures. On peut faire le troc, c'est une stratégie qui peut payer. C'est une stratégie, moi je l'appelle pas souvent troc parce que derrière il faut mettre une intelligence. Il faut mettre une intelligence de manière que réellement quand vous échangez, que ça puisse avoir la valeur en fait de ce que vous avez et que vous échangez. Il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce que nous avons comme ressources, les identifier, mais aussi les quantifier et les certifier pour qu'ils aient une certaine valeur que vous allez utiliser comme des assets pour vous permettre à pouvoir mobiliser des financements pour les infrastructures. C'est toute cette intelligence-là derrière qu'il faudrait mettre en place. Cette intelligence viendrait de qui? D'un conglomérat, gouvernement, experts, locaux? Non, l'intelligence, il y a l'expertise qui est là. Il y a plusieurs Congolais aujourd'hui qui sont même consultés dans d'autres pays qui peuvent apporter. Si cette expertise viendra d'un think tank comme le nôtre, parce que nous réfléchissons sur ces aspects. Et là, nous avons d'ailleurs un document que nous avons produit lors de la seconde édition du forum que nous avons eu, qui reprend 50 recommandations
pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre de projets d'infrastructure en RDC. Et là, nous donnons des aspects qui touchent à la gouvernance, au financement et qui touchent à l'opération. Je crois que notre seconde édition, nous allons revenir sur ces aspects de manière un peu plus... Aujourd'hui, c'était un peu de vous brosser de manière un peu plus globale le secteur des infrastructures. Oui. Aujourd'hui, par exemple, on voit la lutte contre la corruption, obtenir un appui des hautes autorités du pays, et on sent que ça bouge de ce côté-là. Il faudrait la même dynamique pour booster également ce secteur. Oui, en fait, déjà la lutte contre la corruption contribue beaucoup pour booster les secteurs, parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de construire des routes, il faut encore que ces routes soient des routes de qualité. Il y a l'aspect contrôle, ça nous reviendrons sur les aspects opérationnels qu'il faudrait prendre en compte. Les routes qu'on construit, ça doit être des routes durables. Vous avez les aspects liés aujourd'hui à la passation de marché, comment ces marchés sont passés, c'est tout ça. Donc il faut cet appui, cette volonté politique. Aujourd'hui, avoir un investissement massif dans le secteur des infrastructures. On peut consacrer tout un mandat que faire des infrastructures, et vous allez voir que les autres secteurs vont suivre. Parce que dès que les infrastructures sont là, mais les gens viendront pour faire l'agriculture. Parce que qui viendra faire l'agriculture dans un pays où il ne sait pas comment évacuer, comment conserver ses produits? J'aime toujours dire que la route du développement, c'est la route. Quand je parle de route de manière plus globale, je vois les infrastructures de transport et énergétique. C'est ça en fait. On ne peut pas penser au développement aujourd'hui si on n'accélère pas notre rythme dans la mise en œuvre des infrastructures. Et encore, faudrait-il la manière dont on le fait, que ça soit vraiment de manière priorisée, ne pas se lancer à des infrastructures de prestige, mais plutôt se lancer dans des projets structurants qui auront un impact sur l'économie du pays, sur la croissance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ferait œuvre utile de se concentrer par exemple sur un secteur précis, qu'il mette le maximum pour que ce secteur puisse en fait finalement permettre que l'économie soit boostée. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on le fait, vous verrez l'effet d'entraînement que cela aura. Juste en ne développant pas une route, mais il y a des hôtels qui viendront se construire tout autour, parce que les voyageurs devront se reposer. Il y a le tourisme qui va être boosté. Il y a l'industrie avec l'énergie, parce qu'il y a certains endroits, quel est cet investisseur qui se dira, je viens mettre en place en RDC une industrie de fabrication de jus, s'il n'a pas d'électricité. Même une boulangerie fonctionne avec du courant. Nous, au niveau du FinTech RDC Stratégie, nous parlons du triangle d'or. C'est-à-dire ? Vous avez les infrastructures, les transports, l'énergie, et vous avez les mines. Si on arrive à faire cette composition de ces trois sommets qui a pour lien les capital humain, parce que tout ce on est en train de faire, il faut penser aujourd'hui à l'être humain, aux compétences. Sinon, on va sous-traiter notre développement. C'est alors qu'on va tout booster. Parce qu'avec les ressources minières que nous avons, nous pouvons investir et financer nos infrastructures, des transports et des infrastructures énergétiques. Lorsque les infrastructures énergétiques sont financées, les miniers aujourd'hui qui sont à la recherche de l'énergie, parce que pour mieux en fait gagner dans le secteur minier, nous devons mettre en place la chaîne des valeurs de ces minéraux. Et ce sont des industries qui sont énergivores, qui demandent beaucoup d'énergie. Lorsqu'on augmente notre capacité énergétique, nous augmentons aussi les retombées financières que nous pouvons avoir du secteur minier. Et ces retombées nous permettent de pouvoir encore financer les infrastructures. Et pour évacuer tous ces produits, il faut des routes, il faut les chemins de fer, il faut l'aérien, il faut le portuaire. C'est tout ça. C'est pourquoi nous appelons cela les triangles d'or du développement, de l'émergence de la RDC. Je rappelle que notre invité, c'est le président du think tank RDC Stratégie, Monsieur Bodom Matungoulou. Avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Rachel Inosiwe. Plusieurs produits de première nécessité gardent le même prix que la semaine dernière. À l'exemple d'un sac de riz de 25 kg qui se négocie à partir de 73 000 francs congolais, la mesurette varie entre 2 000 à 2 500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg se négocie à partir de 46 voire 67 000 francs congolais selon la marque. La mesurette coûte 4 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg revient à 74 000 francs congolais. La mesurette se vend à partir de 2 000 francs congolais. Et la mesurette
mesurette de sel se négocie à partir de 1000 francs congolais. Une mesurette d'haricots se vend à 2700 francs congolais. Un tas de tomates fruits se vend à partir de 500 francs congolais. Une botte d'amarante se négocie à partir de 1500 francs congolais. Celle des épinards, 1000 francs. Celle d'oseille, 1000 francs. Et celle de feuilles de manioc se vend à partir de 3000 francs congolais. Une chikwang bateke revient toujours à 1000 francs, 1500 voire 2000 francs congolais. Un tas de bananes plantain se vend à partir de 3000 francs congolais. Celui des patates douces à 2000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 17 000 francs congolais. Celui d'huile végétale se vend à partir de 26, 28 voire 30 000 francs congolais. Et les prix des produits surgelés n'ont pas aussi bougé. À l'exemple d'un kilo de chinchard 20+, qui coûtait 10 000 francs congolais, cette semaine se vend toujours à 10 000 francs congolais. Celui des gésiers à 8 000 francs congolais. Celui de Cotis, 15 000 francs congolais. Le poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, se vend à 10 000, 16 000, voire 17 000 selon le poids. Un kilo de poisson salé se vend à partir de 22 500, 23 000 ou 24 000 francs congolais. Un œuf se vend à partir de 800 francs congolais et le plateau coûte 18 000 francs congolais. Merci Rachel Insiu avec toutes ces rubriques. Alors Monsieur Bodom Matungulu, rapidement quelques questions avant de nous séparer. On amorce l'atterrissage. Think Tank RDC Stratégie, vous travaillez en collaboration avec le gouvernement. Alors nous sommes, comme je le disais, un incubateur de politique publique et de la prospective. Notre rôle, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement dans surtout la réflexion pour favoriser et permettre ici surtout des réflexions stratégiques en matière de politique publique sur tous les secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Pourquoi 2050 ? Parce que 2050, c'est l'année de rendez-vous de tous les méga tendances. Méga tendance, ça veut dire ? En termes de prospective, en termes démographiques, nous avons 3 grands méga tendances qui ont pour rendez-vous 2050. Quelles sont ces méga tendances ? La démographie. En 2050, la RDC sera le 8e pays le plus peuplé au monde, avec près de 215 millions d'habitants. Ces habitants qui viendront ont des besoins. Ils auront besoin d'infrastructures, de logements, tout cela. 2050, c'est l'année tournant du numérique. Nous devons être au rendez-vous du numérique. Et c'est lié un peu à la démographie parce qu'en 2050, la population que va avoir la RDC, plus de la moitié de cette population, près de 70%, seront des jeunes de moins de 22 ans. L'âge moyen pour l'Afrique sera 17 ans. En RDC, on sera aux alentours de 22 ans. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont tous dans le numérique. On parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous devons être au rendez-vous parce que ce sera ici la 4e révolution industrielle. En 2050, vous avez le tournant en termes aussi de la transition énergétique. Et la RDC, qui est aujourd'hui appelée comme un pays solution, qui peut jouer un rôle important pour cette transition énergétique. C'est pour nous dire aujourd'hui, dans la prospective, 2050, c'est vraiment une année de rendez-vous et nous devons nous préparer par rapport à cela. On se prépare comment ? Et nous, ici, en tant que Think Tank RDC Stratégie, dans la prospective, vous avez 4 attitudes. Vous avez l'attitude de celui qui attend les changements, de celui qui subit les changements. Il y a l'attitude de l'assureur qui, en fait, se prépare par rapport à un changement connu. Il sait que demain, il y aura un incendie. Et aujourd'hui, il faut s'assurer par rapport à ça. Mais vous avez l'attitude de celui qu'on appelle du conspirateur. Lui, il est plus proactif. Lui, il travaille pour un scénario souhaité. La RDC ne doit pas subir ce que tout le monde est en train de vouloir envisager pour les années qui viennent, mais nous devons nous avoir un scénario souhaité. Qu'est-ce que nous voulons? Et les réflexions de la RDC Stratégie, c'est comme ce qu'a dit M. Gaston, que celui qui veut aller loin allume ses phares. Plus tes phares portent loin, plus tu sais voir où tu vas. Et nous, dans nos réflexions, nous jouons son rôle de phare. Côté du gouvernement, nous allumons pour dire où est-ce qu'on doit regarder, sur quelle direction on doit regarder et jusqu'à quelle portée. La RDC peut faire face à ces défis? La RDC peut faire face à ces défis, mais il faut se préparer parce que, vous savez, ça ne sera pas un hasard ce qui va nous arriver.
Ça sera en fait le résultat de notre préparation. Si on ne se prépare pas aujourd'hui et répondre aux besoins de cette population qui arrive en 2050 en RDC, on va se retrouver devant une situation que nous ne saurons pas maîtriser. C'est pourquoi nos plans stratégiques doivent se baser sur une prospective en fait, où on étudie des scénarios et non juste sur une planification liée à des chiffres. C'est ça en fait la différence. On doit savoir aujourd'hui qu'est-ce que la RDC veut devenir en 2050. Et le moment est propice aujourd'hui parce que le monde est en train de connaître aujourd'hui des changements. On est en face de plusieurs incertitudes et même en termes géostratégiques, il y a des bouleversements au niveau de rapports de puissance. Il y a l'émergence de nouvelles puissances et nous devons aujourd'hui définir la place que nous voulons jouer dans ces concerts des nations, dans ce qui est en train de se dessiner comme nouvelle configuration mondiale. Et tout ça, ça ne sera pas le fruit d'un hasard, ça se prépare. C'est en fonction des actions que nous menons aujourd'hui, nous définissons ce que nous serons demain. C'est le gouvernement, la population, les experts, les intellectuels qui doivent se mettre ensemble. Non, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble. C'est là où nous devons comprendre face aux enjeux qui viennent, nous devons la jouer collective. Il faut que nous puissions mettre en place aujourd'hui ce qui est utilisé partout, l'intelligence collective. Cette intelligence qui ce qu'on appelle aujourd'hui la compétence zéro. C'est-à-dire, c'est une intelligence collective qui ne tient pas compte de qui est en face de moi, mais de ce que la personne peut apporter comme compétence. Alors, nous avons balayé le sujet, l'importance des infrastructures sur le développement économique du pays, à la lumière de la deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC. Et nous allons revenir sur les recommandations point par point. Ça sera lors le prochain numéro de Jeudi Économie. Nous reviendrons avec notre invité sur les détails en rapport avec ce rapport important que tout le monde devrait connaître, justement permettre à l'RDC de pouvoir ne pas manquer ce rendez-vous de 2050. Je rappelle que notre invité, c'était M. Bodom Matungulu. M. Bodom Matungulu, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci, M. Eric Kambago. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt.